j'ai commencé à faire de la fiction interactive et expérimentale à partir de l'an 2000. D'ailleurs, j'ai même créé les premières fictions interactives de l'ère moderne en français. J'ai été cité dans des ouvrages comme le Informed Designer Manual, où j'ai été exposé dans des musées en 2006, par exemple. Mais c'est extrêmement... c'est un mini-monde, la fiction interactive textuelle. En gros, c'est des jeux vidéo uniquement textuels. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que on peut prototyper très rapidement, on peut faire plein de choses, comment dire, qui sortent des... comment dire, l'investissement pour faire des jeux originaux, expérimentaux, il est très faible. Donc, du coup, on peut en faire plein et faire des choses intéressantes. Ce qui fait que vers 2013, quand j'ai commencé à faire des jeux commerciaux, j'ai dû un peu désapprendre tout ça, faire des jeux qui se vendent tout simplement, qui sont moins expérimentaux. J'ai fait 10 ans dans le jeu vidéo. J'ai fait des jeux vidéo qui sont très bien vendus, on va dire 1 million d'exemplaires par exemple pour certains jeux. Et j'ai fait aussi, enfin quand je dis que j'ai fait des jeux vidéo, je les ai fait dans des cadres indépendants, c'est-à-dire j'étais associé à 1 ou 2 personnes. Et aujourd'hui encore, là au moment où nous parlons, aujourd'hui il y a un jeu qui sort qui s'appelle A Better World chez Arte. Je l'ai prototypé tout seul, je l'ai envoyé à un studio en mode vous voulez le faire, faites-le. Tu vois. Donc ça c'est ma partie jeux vidéo. J'ai fait beaucoup de podcasts, j'ai fait de la vulgarisation maths. J'ai fait c'est assez intéressant, j'ai fait la première escape room historiquement en France. C'est-à-dire, voilà, enfin, c'est assez kiffant parce que aujourd'hui, tu veux faire une escape room, tu vas dans une escape room, tu dis, ok, ça marche comme ça. Là, j'étais jamais allé ever dans une escape room de ma vie et il n'y avait pas moyen d'en faire et on savait pas comment faire. C'était un milieu, aujourd'hui, une escape room, tout le monde sait ce que c'est. Mais à l'époque, aller voir une banque et leur dire, on va enfermer des gens dans une pièce et on va gagner de l'argent avec. Vraiment, les gens, vraiment, on a eu 2 ans où on n'a pas pu convaincre les banques. Voilà. Mais même, en fait, la relation financière a toujours été compliquée parce que le jeu vidéo c'était méprisé. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un peu changé. Au niveau artistique aussi, notons que j'ai fait un passage à la Villa Médicis où, avec Fanette Mélier, on a fait un livre dont vous êtes le héros. Voilà. Et j'ai aussi fait d'autres livres dont vous êtes le héros que j'aime beaucoup parce que ma spécialité, c'est vraiment la fiction interactive, donc aussi par embranchement en particulier. Et je fais une conférence à l'école normale supérieure à ce sujet, fiction interactive, embranchement et émotion, le 4 novembre, et c'est streamé en direct, donc vous pouvez le voir si vous voulez. Et donc j'ai aussi fait une trilogie de livres dont vous êtes le héros, un peu pour exercice applicatif, ça s'appelle la trilogie de l'Osmanie, qui a eu en 2022 le prix du meilleur livre dont vous êtes le héros. Voilà. J'ai eu beaucoup de prix, j'en ai une cinquantaine, je pense, mais celui-là, je l'aime bien. Voilà. Et j'ai eu le prix de la science-fiction, j'ai eu le prix. Qu'est-ce que j'ai eu comme prix? Des prix genre meilleur narratif, alors à Belgrade, à Moscou, tu vois, des trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Le jeu vidéo, c'est un peu étrange. Et depuis. Aujourd'hui, je suis connu pourquoi. C'est pas ma vie, mais depuis 2017, je fais du jeu de rôle sur Internet. Donc c'est une partie de jeu de rôle, mais on est filmé. Et c'est non-stop. Du coup, je suis dans le milieu du stream. Je vous avoue que je gagne pas mal d'argent avec ça, même si le jeu vidéo... En fait, le jeu vidéo, c'est très compliqué. Il y a environ 1000 jeux, 1500 jeux qui sortent par jour. Donc, il faut faire son trou. Mais quand on fait son trou, les ventes sont exponentielles. Tandis que là, le stream, il n'y a pas beaucoup d'élus. Mais il y a quand même plus d'élus dans le stream que dans le jeu vidéo, donc je gagne de l'argent de façon assez comment dire, reliable, assez régulière. Et le truc, c'est que je fais aussi des OP kiffantes. C'est-à-dire que là, j'ai une OP avec l'Opéra de Paris, j'ai une OP genre il faut faire une murder sur le Nil, genre sur le vrai Nil, tu vois, il faut que j'aille en Égypte pour des millionnaires, tu vois. Donc c'est un autre, c'est des trucs, tu vois, à chaque fois que j'ai un contrat, c'est cool, tu vois. Et puis même s'il y a d'autres personnes qui font ce métier-là, vraiment spécifiquement avoir une entreprise comme RTE qui fait des pylônes électriques, qui vient de voir en disant on va faire une émission de jeu de rôle et on est payé beaucoup. Vraiment, je pense que je suis le seul au monde à faire, et c'est assez kiffant de faire un métier que tu es le seul au monde à faire. Tu vois. Donc ça, j'aime beaucoup. Même si le jeu de rôle, c'est pas ma vie. Je préfère quand même le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est un milieu compliqué. C'est un milieu qui a été, je vais dire un truc un peu étrange, mais un peu corrompu par l'argent. C'est mon gros regret. Voilà, j'ai été malmené dans ce milieu-là. Le stream a ses problèmes aussi. On est très seul, par exemple. Il y a aussi énormément de... C'est assez brutal parce qu'il faut faire les choses très rapidement, très vite. On est jugé sur l'audience immédiatement.
Voilà, donc il y a aussi une distribution exponentielle des revenus, donc c'est-à-dire les 10 premiers prennent les 90% des revenus, tu vois. Donc bon, c'est un peu rien. Enfin, qu'est-ce qui reste là-dedans finalement? Il reste, puisque vous m'interviewez en tant que notion artistique, il reste effectivement ce que j'aime beaucoup, ce qui n'est pas du tout reconnu aujourd'hui institutionnellement, c'est-à-dire faire de la fiction interactive, c'est-à-dire raconter des histoires de façon interactive, c'est-à-dire pas linéaire. Et c'est quelque chose, en 25 ans de travail, puisque j'ai commencé en 2000, je travaille tous les jours, genre tous les jours, samedi, dimanche, je prends jamais de vacances et tout. Et tout ce que j'ai appris, ça tient en 6 heures. Voilà, je peux vous dire tout ce que je sais en 6 heures, et encore, et j'ai vraiment je fais une découverte par an, les bonnes années, quoi. Donc, j'aime beaucoup néanmoins, parce que je sais pas, je trouve ça hyper intéressant, c'est un milieu hyper fécond, les basics des années 70, on n'a pas encore épuisé le sujet, donc imagine tout ce qu'on a découvert depuis les années 2000. Voilà, en gros, excusez-moi, c'était très long, mais C'était franchement une intro super intéressante. On va essayer de caler nos questions. Il y en a quelques-unes qui sont périmées maintenant, mais comme la charge de travail qui du coup est assez la charge de impressionnante. travail, elle n'est pas ouf en vrai, parce que, euh, en fait, en gros, moi, il faut que, pour ma charge de travail, il faut que j'écrive 10 pages par jour. Ok. Ce qui est facile, si ton seul métier, c'est d'écrire 10 pages par jour. Mais si tu n'as pas d'inspiration, les 10 pages, elles pèsent lourd, et si tu ne les fais pas, le lendemain, tu as 20 pages à faire. Tu vois, donc, c'est variable. Mais en fait, quand tu es indépendant, et que tu touches pas ton salaire à la fin du mois, tu es toujours obligé d'envoyer des projets, tu vois. Mhm. Genre, toujours moi, si demain vous allez me voir en disant j'ai envie de faire un jeu vidéo, j'aurai un projet à vous envoyer, tu vois. Maintenant, le fait de vous envoyer un projet, c'est aussi tous les 15 jours, vous parlez et dire alors on en est où, tu vois. Voilà. Et vous n'avez pas de problème. Et aussi, ben, parfois, tu t'épuises sur un projet et, en fait, tu gagnes zéro. Donc, voilà. Et après, là, aujourd'hui, avec le jeu vidéo et le stream, je pourrais être à la retraite, une petite retraite, hein. Je mange des pâtes, je vis dans l'est de la France, tu vois, je vis à Épinal, voilà. Donc, je suis pas dans les Caraïbes ou en Floride, mais je pourrais m'arrêter de travailler, effectivement, et je suis tranquille sans toucher la retraite parce que, évidemment, être indépendant, c'est ne pas cotiser la retraite aussi. Oui, ok. C'est pas forcément un bon conseil, mais aujourd'hui, on ne sait pas où vont les retraites, voilà. Mais aujourd'hui, ça va. Moi, j'ai fait partie des quelques personnes qui n'ont pas beaucoup de talent et qui ont réussi. Et quand je dis pas beaucoup de talent, c'est pas de la modestie. C'est que, en gros, si j'avais eu du talent, j'aurais été à Hollywood ou chez Netflix. C'est pour ça qu'en fait, le monde du jeu vidéo, il accepte un peu n'importe qui, et moi en l'occurrence. Mais effectivement, si les gens talentueux s'étaient rués sur le jeu vidéo, comme ils se sont rués sur Hollywood ou écrire des bouquins chez Gallimard, ben ouais, j'aurais pas pu travailler dans ce secteur-là, voilà, parce Ok. qu'ils auraient été meilleurs. Alors la première question, c'était comment est-ce que tu t'es fait un réseau et comment ça a commencé justement? Tu as répondu en partie déjà un peu, mais Non, non, le réseau, la question du réseau est hyper intéressante, parce qu'effectivement, quand on est artiste, vous n'avez pas de réseau, enfin, si le meilleur poème du monde, il est fait par un mec en Birmanie et qu'on ne le lit jamais, ben, il servira à rien. Alors après, c'est discutable en vrai, mais moi, c'est mon opinion. Et en fait, moi, j'ai fait effectivement de la fiction interactive, et vraiment, parfois, je travaillais 1 an et demi sur un jeu, et il y avait littéralement 10 personnes qui y jouaient. Et donc, à un moment, ça m'a fait péter un câble, et j'ai dit, bah non, j'utilise 50% de mon temps aux réseaux sociaux. Donc, à l'époque, c'était Twitter. Aujourd'hui, il y a plein de réseaux sociaux, et il faut toujours être sur tous les réseaux sociaux, communiquer tout le temps. Tu commences un projet, day one, tu publies ton premier visuel en disant voilà, je travaille là-dessus. En fait, tu crées une communauté, et les gens après, ils achètent le jeu parce ils ont été associés à l'histoire de la création du jeu, et pas parce que le jeu il a de la valeur. Tu vois. Il faut toujours communiquer, c'est hyper important. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est la moitié de mon temps, mais c'est vrai que parfois il est midi et le matin, j'ai fait que des mails, du relationnel, mais aussi des réseaux sociaux. Et aujourd'hui encore, moi, à 47 ans, je publie un putain de TikTok par jour, tu vois. Et je parle de TikTok parce que c'est hyper intéressant, parce que moi, je parle beaucoup à des gens qui posent cette question-là, qui sont moins jeunes que vous et qui veulent réussir. Mais Fibre, comment on fait pour réussir aujourd'hui? Bah, je leur dis, faites des TikTok, c'est le réseau du moment, tu vois. Et encore, il est en train de baisser, tu vois. Et les gens, ils me répondent, ah non, je peux tout faire, mais pas TikTok, tu vois. C'est un peu, j'aime tout sauf le rap.
Ben, mec, si tu peux tout faire, mais pas TikTok, tu es à côté de la plaque. Tu es pas là où il faut être. Et si demain, il y a un nouveau réseau social qui sort, il faut être dessus. Et la seule explication qu'on peut avoir, c'est j'ai pas le temps, tu vois. Alors ça c'est cool, ça s'entend. Mais si tu veux communiquer, il faut pas te dire je veux pas, faut te plonger dedans. TikTok marche plutôt bien. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut regarder ce qui marche. Si demain, par exemple, vous voulez être écrivain. Alors, en France, c'est très particulier. Mais si vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, à Waterstone, qui est l'équivalent de la Fnac, par exemple, vous allez avoir un rayon, un gros rayon de TikTokers. C'est-à-dire, c'est des gens qui se filment face cam à raconter une histoire pendant 30 secondes, qui, au bout d'un an, ils compilent toutes leurs histoires et ils les mettent dans un livre et ils en vendent des millions. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui ont vu leur histoire et ils transforment l'acte d'achat. Et vraiment, je veux dire, le mythe de l'artiste, je veux des artistes, mais le mythe de l'artiste maudit qui est chez lui, qui fait une œuvre extraordinaire et il la cache un peu et le monde la découvre et en fait c'est un génie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Il n'y a personne qui fera ça. Enfin, je connais pas. Il y a des gens qui ont des coups de bol, mais en fait ça arrive très peu. Et quand on vous le dit, notamment dans l'industrie musicale où il y a beaucoup de mensonges, dans l'industrie audiovisuelle aussi, mais ce musical, c'est les rois des menteurs. Ils vont dire on a découvert ce talent. Laurie, par exemple, vous ne connaissez pas, trop jeune, mais en moment, il y a une meuf, Laurie 2005. On disait les major disques l'ont trouvé sur Internet. On pourrait dire c'est Mickey aujourd'hui, tu vois. Et ben c'est des créatures, genre les Spice Girls, c'est des créatures fondées par des sociétés qui construisent un mythe autour. Donc oui, il faut communiquer. Aujourd'hui sur TikTok, demain sur je sais pas quoi, je sais pas ce qui grimpe en ce moment comme réseau social, mais voilà. Et vraiment, demain il y a un réseau social, mais même dégueulasse qui sort. Il faut au moins il faut créer un compte dessus. Après, tu vois, si tu, il y a des gens, tu vois, moi par exemple Blue Sky, j'y vais pas. Je trouve ça très compliqué d'être sur Blue Sky. Mais j'ai créé un compte jour zéro parce que c'était sorti. Déjà, j'ai mon handle Twitter, donc mon handle Blue Sky, c'était cool. Maintenant, j'ai 20 000 abonnés qui sont abonnés juste parce que voilà, ils kiffaient ailleurs, ils m'ont kiffé là, tu vois. Je vois. Mais du coup, si les réseaux t'ont propulsé avec tout ça, comment le jeu de rôle a eu sa place sur Twitch, sur une scène et encore bien plus on- Bah, moi, alors, le jeu de rôle en particulier, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. En fait, si je vais parler de l'histoire des autres, pas de la mienne. Il y a une émission qui s'appelle Critical Role sur une chaîne Critical Role sur Twitch, qui est américaine, et c'est la chaîne. C'est une émission de jeu de rôle, Donjons et Dragons, qui a des, comment ça s'appelle, des caractéristiques extrêmement particulières. Et c'est tout simplement la chaîne qui fait le plus de bénéfices au monde. Ils ont un chiffre d'affaires en centaines de millions d'euros juste sur la chaîne et ils remplissent un Wembley à 150 pounds la place. Donc, ils sont immensément populaires. Je pense que c'est une anomalie, c'est pas adaptable à la France, mais ça, c'est mon avis et je vais pas aller plus loin que ça parce que tout le monde fait du Donjons et Dragons. Et donc ça, c'est pourquoi y a-t-il des actual play dans le monde et qui ressemblent pas mal à Critical Role? Parce qu'en fait, il y a un bête aspect financier et l'audiovisuel français fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en France, Question pour un champion, c'est pas français. C'est un truc qui appartient à Endemol, certes, mais qui a été racheté à Fremantle, qui est britannique, tu vois. Il y a très très peu, à part peut-être Fort Boyard, je pourrais pas citer une émission qui a été fondée en France, tu vois. Donc il y a peu de choses. Pékin Express, c'est un rachat, la Nouvelle Star, c'est un rachat, tu vois. Donc en fait, en gros, le business model de l'audiovisuel, c'est de dire, putain, ça marche à l'étranger, ça cartonne, on va le faire en France. À tel point que moi, ça m'est arrivé d'être devant des chaînes de télé et de leur dire, mais vous allez privilégier la traduction d'une série qui fonctionne bien à une création française, c'est ça? Et ils m'ont dit oui, les yeux dans les yeux, tu vois, parce que aussi ils ont des impératifs d'audience. Voilà. Et effectivement, ça coûte très cher, donc il faut minimiser les risques. Mais c'est dégueulasse pour la création. Donc, effectivement, partant de là, quand des chaînes d'actual play se créent, ben, ils vont aller attendant, au lieu de dire je vais créer mon trou, ils vont avoir tendance à aller ailleurs. Nous, en fait, quand on arrive et qu'on crée alors, il y a plusieurs choses dans la création du jeu de rôle. Dans la création de Game of Thrones, à la base, moi, il y a un film islandais qui s'appelle Astropia, que je trouve super. Et en gros, c'est l'histoire d'une blonde qui est mariée à un criminel. Le criminel va en prison, elle n'a plus de ressources. Seul boulot qu'elle trouve, c'est vendeuse dans un magasin de jeux de rôle. Et il y a un gars qui lui dit, le boss, à un moment, comme il comprend rien au jeu de rôle, il dit on va faire une partie de jeu de rôle. Et la partie de jeu de rôle est vraiment bien filmée parce qu'ils sont autour d'une table, puis tout d'un coup, les murs s'effondrent et on est plongé dans le jeu de rôle. Et moi qui adore le jeu de rôle, j'ai dit ah putain, mais il faut le faire, tu vois. Et donc, j'ai proposé ça. On a fait énormément. En fait, on a fait 2 ans avant que l'émission commence. Donc, en 2017, on a commencé en 2015 avec MV. On a fait 2 ans de pilote.
Et quand on a fait des pilotes, on a enlevé tout ce qui n'est pas compatible avec un stream. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas compatible avec un stream, un combat de 2 heures avec Dédé, tu vois, parce que tu t'éclates quand tu es un... Mais quand tu regardes ça, c'est vraiment à chier. Ça marche très bien chez Critical Role parce que Critical Role, c'est une anomalie. On ne peut pas l'analyser, on ne peut pas la reproduire. Et nous, effectivement, tout de suite, on a dit, bon, on va enlever les combats, on va enlever ça, on va rajouter ça, on va faire ça. Et après, j'ai essayé de lui mettre un ADN français, c'est-à-dire, on lutte contre les impôts, on trompe sa femme, tu vois, c'est vaudeville, on va, je sais pas, comment ça s'appelle, on va faire, tu sais quoi, on a une quête, on doit sauver le monde, mais attends, d'abord, surtout, on mange bien et on choisit le bon restaurant et on va pas faire en sorte que ce soit trop cher, tu vois, voilà. Donc, c'est des choses un peu comme ça, qui sont des marqueurs un peu français, parce que les systèmes, notamment Donjons et Dragons, jusqu'à peu, il était assez belliciste, c'est-à-dire que Donjons et Dragons, tu tues des gens et tu as une récompense, c'est-à-dire tu vas avoir de l'or et tu vas avoir des points d'expérience qui vont te permettre, des points d'expérience, d'être plus fort et de l'or d'acheter des meilleures armes pour tuer des gens plus forts, tu vois. Donc vraiment, c'est le système capitaliste, voilà. Donc nous, on a des systèmes qui sont différents, dans lesquels il n'y a pas d'évolution possible, par exemple. Mais bon, c'est une autre approche. Alors, on a du succès, mais c'est pas ouf, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas genre waouh, nouveau paradigme et tout. Et j'ai essayé de pousser l'émission, genre en enlevant la table, les écrans, tout ça. Et en fait, ça marche pas très bien. Voilà, donc preuve que on peut avoir une vision, mais elle a des limites. Et en fait, récemment, j'ai compris que tout simplement, les gens qui regardent du jeu de rôle sur Internet, c'est pas des gens qui veulent voir de la fiction bien ficelée. Alors que je taffe comme un dingue pour leur. C'est juste des gens qui aimeraient faire du jeu de rôle. Et en fait, ils n'ont pas d'amis ou pas de temps ou pas de matériel ou ils n'arrivent pas à être MJ parce que c'est trop difficile. Et donc, ils regardent ça parce que ça leur fait une compensation, un peu comme quand vous avez envie de finir Silksong, mais c'est trop dur, donc vous regardez un streamer qui fait du Silksong. Voilà. Et donc, face à ça, j'ai compris que c'était pas con d'avoir une table et d'avoir une présentation ultra statique, même si c'est invendable à des sponsors. Voilà. Ok, ouais, je vois. Oui, parce que par exemple, Django ou Galaxies, il y a pas de table et du coup, Et les gens n'ont pas aimé. ah d'accord, Voilà. ok, d'accord. Non, vraiment, les gens n'ont pas aimé. Et vraiment, quand on a dit on remet la table, mais full en extase, quoi, tu vois. Et vraiment, je leur dis, pour moi, c'est incompréhensible, tu vois. Mais c'est comme ça. Mais par contre, quand on a fait Galaxy, je pense surtout à Justice, on était dans un Ah oui, commissariat Justice, ça début avait mieux où marché, je vraiment, il n'y trouve. avait aucune mise en scène. Les gens, ils étaient statiques dans un commissariat, mais il n'y avait pas de table. Tout d'un coup, les sponsors, Mercedes, je sais pas, SNCF, tout ça, ils ont dit ah putain, mais vous n'êtes pas en train de jouer au Monopoly, vous êtes en train de faire une sorte de série télé, tu vois. Et là, on peut sponsoriser. Bon, mais jamais SNCF va mettre de l'argent dans un truc qui ressemble à du Monopoly, quoi. Voilà. Ok. Mais donc, tout ça, on se demandait, du coup, d'où vient ta passion pour le jeu de rôle au tout départ. Enfin, c'est, Bah, moi, je suis né en 78, ok. Donc 78, disons, j'ai 6 ans en 1984. Canal Plus arrive. Euh, il n'y a quasiment pas de jeux vidéo. Super Mario Bros 1, c'est 1989. Donc vraiment, des jeux vidéo, il y en a peut-être 36, tu vois. Et évidemment, j'ai pas de device à la maison, je lis des livres. Et effectivement, il y a les livres dont vous êtes l'héros qui arrivent, qui se vendent par millions. Et le jeu de rôle arrive. C'est-à-dire que moi, à 7 ans, j'ai eu mon premier jeu de rôle, donc une boîte de l'œil noir. Et effectivement, si tu veux jouer à un open world, la seule façon de jouer à un open world dans les années 80, c'est de faire du jeu de rôle. Il n'y a pas de jeux vidéo qui font des open world. Et c'est pourtant une super expérience, tu vois. Donc, en gros, c'était vraiment. Et même si aujourd'hui, on parle beaucoup de jeux de rôle, mais dans les années 80, tu vois, il y a une partie de jeux de rôle dans E.T. Je veux dire, dans les années 80, les jeux de rôle se vendaient, mais vraiment à des montants colossaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vends 3000 exemplaires d'un jeu de rôle, tu es vraiment l'une des meilleures ventes en France. Alors, c'est pour ça que les jeux de rôle se vendent à 70 euros, tu vois, pour qu'on puisse faire du chiffre. Mais à l'époque, vendre 100 000 exemplaires, c'était possible, tu vois. Donc, c'était vraiment un autre temps. Et c'était le seul loisir plus, tu vois. Le seul loisir où tu te faisais pas trop chier. Mais le jeu de rôle, ça existait depuis toujours. Hein. Comment ça s'appelle le spiritisme, en 1900, c'était un peu ça. On se retournait autour d'une table, on était autour d'une table et on invoquait les esprits. Les sœurs Brontë, elles ont créé un truc qui s'appelle Glasstown. Ça pourrait être un projet d'ailleurs, un projet créatif hyper intéressant si vous êtes graphiste. En fait, les sœurs Brontë qui ont fait les Hauts du Hurlevent, je crois, je ne suis pas certain, à un moment, elles s'emmerdaient, elles ont fait un open world qui s'appelle Glasstown, une ville artificielle dans le désert.
et en faisant la biographie de tout le monde, des faux journaux et tout, etc. Et en fait, on est dans la rédaction, elle ne le savait pas, de ce qui s'appelle aujourd'hui un livre de jeu de rôle. Voilà. Et du coup, on a une autre question, c'est par rapport au jeu de rôle. Est-ce que tu considères que c'est un art, du coup? Ma définition de l'art est la suivante. Euh, la, parfois, on est très amoureux d'une meuf et on l'aime très fort, tu vois. Enfin, quand on est un homme et on est hétéro, mais remplacé par qui vous voulez. Donc, on est très amoureux d'une personne et on l'aime tellement qu'on lui dit je t'aime, mais en fait, ça suffit pas, tu vois. Genre, j'ai pas les mots. Si je pouvais, tu vois. Et donc, les gens commencent à faire des poèmes, tu vois. Ils disent, mais si je pouvais, je ferais ça, tu vois. Et en fait, pour beaucoup de choses, on n'a pas les mots. Et même si je vous transmets des idées à travers un vocabulaire et des mots et des phrases construites, en fait, le langage, c'est assez réducteur quand on veut se transmettre des idées et des émotions. Et on a condamné, si on n'avait que le langage, on aurait été condamné dans nos vies d'humains à être seul, tu vois. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui me dit, Gwenaëlle, qu'elle ressent les mêmes choses que moi, qu'elle voit la couleur bleue de la même façon que moi, qu'elle a peur de la mort comme moi, tu vois. Rien. Et on a trouvé des substituts, enfin des choses pour contourner l'outil que sont les mots et les phrases et le langage. Et ce système, c'est l'art. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas dans la nature, c'est ce que fait Miyazaki, il va dans la nature, il voit une forêt, il trouve ça trop beau, et il a trop envie de vous le dire. Et s'il dit, attendez, la nature c'est trop beau, vous allez dire, ok papy, super. Mais quand il fait Mononoke Hime, où tu vois les grandes forêts mystérieuses et tout, tu dis, ah ouais, ok, je comprends ce que tu as vu de la forêt, merci, tu me l'as dit, tu vois. Donc c'est ça en fait, c'est ça qui est intéressant. Et parfois même, c'est pas simplement l'auteur vis-à-vis du truc, c'est d'une personne à l'autre. Gwenaëlle, elle va voir la Joconde, elle dit c'est trop bien, vas-y Owen. Et Owen, tu vois et tu comprends. En fait, vous parlez entre vous à travers une œuvre. C'est ce qu'on appelle le fandom aujourd'hui. Tout le monde est réuni autour d'Harry Potter. Enfin, pas vous, vous êtes trop jeune, je sais pas ce que c'est votre truc aujourd'hui, tu vois, mais en gros, il y a un truc que vous kiffez en tant que jeune Fortnite, j'en sais rien. Et en fait, ça vous rassemble. Voilà. C'est ça, c'est en fait ces méthodes de communication qui sont au-delà des mots. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens ils s'écharpent. Est-ce que dans ce cas-là, n'importe quel médium est un art? Le jeu de rôle pourrait être un art. Ce que je regrette, c'est que le jeu de rôle, comme le jeu vidéo, surtout surtout le jeu, enfin, le jeu de rôle, c'est choquant de dire ça parce que beaucoup de gens vous diront c'est faux, mais c'est vrai, moi je vous le dis. Le jeu de rôle et le jeu vidéo sont corrompus par l'argent. C'est-à-dire que moi, quand Miyazaki vous fait cette forêt, vous dites c'est merveilleux, c'est fantastique, tu vois, on n'a pas une pub pour un truc, tu vois, on n'a pas, il n'y a pas un financier qui a dit non mais Miyazaki tu vas la faire comme ça ta forêt en fait parce que ma nièce dit que c'est mieux, c'est moi qui donne l'argent, tu vois. Mais le jeu vidéo c'est comme ça, c'est vraiment très très pourri par l'argent. Voilà. Donc on a une œuvre que par exemple, le Skate, c'est merveilleux. Skate 1 de Black Box, il est fantastique. Ben, vous regardez Skate 4, il y a des microtransactions. Tu vois. Donc voilà, quand on en est là, ben, pas cool. Quoi. Voilà. Ok. Mais par exemple, si le jeu de rôle corrompu par l'argent, c'est plutôt celui qui est fait en stream, etc. Est-ce que toi, tu fais encore du jeu de rôle s'il n'est pas devenu trop professionnel dans ta vie, de ton côté? Et Non, pas du tout. J'ai absolument pas le temps. ouais. Et puis en plus, quand tu es plombier, tu vas pas te kiffer le week-end de réparer des radiateurs gratuitement. Tu vois. Donc surtout pas. Mais le stream, enfin, le fait qu'on fasse du jeu de rôle en stream, ça, c'est pas le problème. Le problème du jeu de rôle, c'est que c'est un loisir, une typologie d'écriture, bon, on va dire des romans. C'est comme des romans ou des tableaux, mais qui est dominé par un monopole qui est celui de Hasbro, Wizard of the Coast, Donjons et Dragons. Et Donjons et Dragons, c'est 99% du marché aux États-Unis qui est le premier marché, tu vois. C'est 99%, c'est pas genre 70%, c'est 99%. Il y a des gens en Inde, il y a des gens ils pensent que Facebook c'est Internet, c'est une tautologie. Ben, aux États-Unis, il n'y a pas la capacité d'imaginer du jeu de rôle en dehors de Donjons et Dragons. Il y a vraiment des résistances intellectuelles dans des pays mais très isolés. L'Allemagne où ils ont leur Donjons et Dragons qui s'appelle l'œil noir, la France où Donjons et Dragons la France, c'est le pays où Donjons et Dragons est le plus minoritaire. Il est à 50% de part de marché. Je veux dire, et parce qu'il y a l'appel de Cthulhu, du jeu indé en face, etc. Et le Japon, même pas le Japon. Oui, un petit peu au Japon, tu vois. Mais en gros, oui, malheureusement, il y a
en fait une économie dans laquelle il y a un monopole écrasant, c'est pas une économie saine, c'est tout. Ok. Et est-ce que du coup, est-ce que tu utiliserais d'ailleurs le même système de jeu si jamais tu jouais de ton côté? Parce que je sais que tu dis que ta façon de faire, elle est adaptée au stream. Est-ce que tu utiliserais quelque chose de plus compliqué comme bah du coup Non, je ferai un truc. Il y a des trucs que les gens aiment dans le stream, c'est qu'on lance les dés. Moi, si je pouvais pas lancer de dés, ce serait parfait. ok. Parce qu'en fait, moi, je valorise les solutions créatives, l'intelligence, le fait qu'on construit des choses ensemble. Donc, non, je ferai un truc encore plus simple. Mais enfin, je réfléchis aussi à d'autres formes de paradigmes. C'est-à-dire que le jeu de rôle est assez diversifié, apparemment, et en fait, pas du tout. En fait, on a un système. Mais c'est pareil, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre Harry Potter et Club des 5 quand on y pense, tu vois. Le- 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 si on pourrait dire, en fait, avec le recul, que Harry Potter, il est très dark par rapport à un Club des 5. Mais en fait, c'est pas l'univers qui fait la différence. Le jeu de rôle, en fait, il a très peu évolué depuis les années 60. Déjà, on appelle encore ça jeu de rôle. On utilise des fiches de personnages. Il y a toujours une relation asymétrique maître de jeu, joueur. Alors, il y a des exceptions, mais pas dans les jeux mainstream qui sortent, tu vois. Et il y a le recours à l'aléatoire. Par exemple, c'est-à-dire, on va faire une action risquée, ben, il faut lancer des dés. Ce qui est extrêmement étrange, parce que ça veut dire que toutes les actions incertaines qu'on fait dans la vie sont sous le coup d'une chance contrôlée, tu vois. Donc moi, je propose des autres paradigmes. Un autre paradigme, par exemple, c'est de créer une jurisprudence, c'est-à-dire quand je conduis très rapidement sur l'autoroute en voiture, est-ce que je vais plutôt avoir un accident ou plutôt pas? On se réunit tous, tous les joueurs ensemble, on dit allez plutôt pas, et on l'inscrit dans une sorte de table de loi et ce sera immuable pour les définitions de notre univers. Et à chaque fois, soit on créera une loi, soit on définira des lois, tu vois. Et soit on se reportera à la jurisprudence. Ce qui fait que des joueurs expérimentés n'auront pas augmenté en niveau, mais feront appel connaîtront la jurisprudence, donc seront en même de prendre des meilleures solutions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un exemple de contre-paradigme un peu fastidieux que les gens ne feront pas, mais on n'est jamais allé très loin du contre-paradigme. Il y a eu des expérimentations, comment dire, le fait que plein de gens comment ça s'appelle, par exemple, tout le monde est maître de jeu, par exemple, des choses comme ça, mais ça prendra pas. Non. Ça n'a pas pris en tout cas. D'accord. Et du coup, ça te prend combien de temps pour toi de créer un jeu de rôle complet? Alors, moi, je ne crée pas de jeu de rôle, je fais des scénarios surtout. Ok. Mais oui, donc tu vas pas toucher aux arbres des possibilités Mais non, je crée moi, j'ai créé des règles il y a, je sais pas, 10 ans quasiment, et qui font une demi-page, donc super. Et voilà, c'est terminé. Moi, j'écris que des scénarios. Alors, tout dépend de la nature du scénario. Moi, j'écris en gros 1 heure par jour. Je suis toujours très en avance, il ne faut pas être trop en avance non plus. Et quand j'ai une OPSP, moi je demande 1 mois de battement parce que même si je peux le terminer en 10 jours, on ne sait jamais ce qui nous tombe dessus. Quand je travaille pour Blizzard, par exemple, le lore est, donc World of Warcraft, le lore est extrêmement précis. Et il ne faut pas mettre un dragon bleu à la place d'un dragon noir, voilà, ça ne se fait pas. Et moi, je connais pas autant, donc je suis en relation avec les lore masters, eux qui sont aux États-Unis. Donc déjà, eux, quand ils me répondent, c'est à 3 heures du matin. Et voilà. Et en plus, souvent, ils peuvent eux-mêmes pas me dire les trucs parce qu'ils sont sous NDA. Donc en gros, le truc, c'est qu'ils vont me dire, il faut pas de dragon noir là. Alors je leur envoie un scénario avec un dragon bleu, ils disent, faut pas de dragon bleu. Un dragon rouge, ah ouais, ok, ça tu peux, tu vois. Voilà. Et ils peuvent pas me dire contre-proposition, ce qui est un peu nul. Par contre, parfois, quand je travaille avec le CNES, par exemple, ils me disent ça, on peut pas le faire, mais la contre-proposition, c'est ça. Et là, je gagne beaucoup de temps, c'est vraiment chouette. Mais souvent, le client, il est attaché à des détails de l'or qui sont pas importants pour moi. Pour moi, quand il y a un triangle amoureux, que ce soit dans une forteresse de pierre ou un vaisseau spatial, c'est pareil. Tu vois. L'important, c'est le triangle amoureux. Et est-ce que d'ailleurs l'univers de Aria a été conçu spécialement pour le jeu de rôle ou il vient d'un désir de création un peu plus vieux? Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que je suis contacté par la JVTV donc en 2017 pour faire un jeu de rôle. Non,
ouais, 2017 pour faire un jeu de rôle. Et en fait, le directeur de la chaîne me brief et il me dit Philippe, tu es avec des gens qui font que du jeu vidéo. Alors, ils m'ont demandé plein de trucs. Ils m'ont dit déjà, tu donnes des noms de subs aux PNJ, mais surtout, il y a des gens qui n'ont pas de culture. Ils vont avoir beaucoup de mal à savoir ce que c'est un nain, un elfe, tout ça, donc tu casses pas les couilles. Et tu fais le truc simple, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai fait un truc très simple. J'ai fait ce qu'on appelle un univers de low fantasy, ce qui est un peu proche de Trône de Fer, par exemple, où tu as des paysans, tu as des humains, et c'est vraiment au bout de 2 ans, je crois qu'ils ont rencontré la première créature magique, qui est un elfe noir, tu vois, et encore, ils ont juste parlé, voilà. Et donc, en gros, l'idée, c'est on est très proche de la réalité. Il n'y a pas des choses extravagantes. Même si c'est un personnage qui dit, moi, j'ai envie de jouer un homme lapin, je dis, ok, tu vois, moi, mon métier, c'est de dire oui aux gens. Tu vois. Mais en gros, il faut que, enfin, ça reste très, très. En fait, plus l'univers il est simple. En fait, mon univers il est très proche de Super Mario. Super Mario, tu as un monde normal vert avec un petit château. Ensuite, tu as le monde des sables. Ouais. Nous, c'est pareil. Tu as le monde moyenâgeux, tu as l'île des pirates, tu as l'île qui ressemble à Venise, tu as un sultanat qui ressemble au pays des mille et une nuits. Tu vois, donc, c'est très, très simple. Et en fait, c'est pour ça que Star Wars, ça marche, parce que Star Wars, comme tout le monde connaît les films, quand tu fais un truc dans Star Wars, tu te rends compte d'une blague de Star Wars, tu vois exactement tout, même le son, le bip-bip des R2D2, tout ça. Et moi, effectivement, quand je dis vous êtes dans le royaume des mille et une nuits, tout de suite, Aladdin, Bagdad, les tapis volants, j'ai rien à dire, tu vois. Et que si je vous disais vous êtes dans la mythologie sumérienne, déjà, ça va un peu calmer les gens, tu vois. Ou vous êtes en Malaisie, c'est ce qu'il y a de Morrowind. Vous avez une pagode d'architecture malaisienne et pas chinoise, et les gens, ils vont dire, mais tu parles de quoi, tu vois. Donc, en gros, on reste simple, parce que c'est pas ça l'important. Enfin, même si tu peux mettre du lore, et c'est cool. Moi, le lore, il vient toujours vraiment en bruit de fond, parce qu'il y a des gens, des tarés du lore qui adorent ça, donc ils vont noter, ils vont repérer les trucs. Mais les gens sont pas là pour ça, ils sont là pour les vannes, pour la rigolade, pour les aventures, pour les provoques. Et voilà. En fait, c'est ça aussi, parce qu'on a parlé de l'art tout à l'heure. Les gens dans l'art, ils veulent avant tout se retrouver de l'humain. Ça peut être un miroir, mais ça peut être eux-mêmes. Ça peut être un autre gars, mais qui leur ressemble un peu, tu vois. Et donc, effectivement, il faut pas. Enfin, les gens s'en foutent du lore ou de la création d'un univers. Ils veulent avoir des humains intéressants, des histoires humaines. Ensuite, on a une question qui nous vient d'un ami. C'est celui qui m'a fait découvrir justement ce que vous faites. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours un intérêt à mettre des déités dans les jeux de rôle, notamment dans la fantasy? Des dieux? Oui. En fait, je dirais que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une mythologie. Parce que, en gros, la mythologie, les grands récits, moi, il y a des dieux qui sont un peu absents. Il y a des temples. Moi, déjà, les temples, c'est stylé, c'est beau, ça fait partie du tourisme. Mais la mythologie elle est très importante parce qu'elle structure le monde. C'est-à-dire, en Europe, par exemple, une des religions dominantes, c'est le catholicisme. Moi, je suis un petit catholique. Et en fait, quand on est catholique ou juif, par exemple, on a un gros problème dans la vie. Vous êtes catholique ou pas? Oui. Pas du tout. Toi, Gonalette, tu l'es un peu? Ben voilà, quand tu nais catholique, on te dit si tu fais quelque chose de mal, tu iras en enfer. Et c'est très grave, tu vois. Alors qu'on pourrait avoir une religion qui dit tu as fait quelque chose de mal, c'est pas grave, tu vas réparer ça. Et en plus, tu auras appris que en fait, il faut plus le faire et c'est bien, tu vois. Tu vois, il y a une interprétation du mal qui est positive et une interprétation terrifiante du mal. Et nous, Gwenaël, on va vivre toute notre vie, tu verras plus tard, avec ce poids. C'est-à-dire, parce que quand tu as un petit enfant, moi par exemple, je vais citer un exemple encore plus choquant, j'avais 11 ans et j'allais au catéchisme et tout. Je suis pas un catholique, je vais pas mourir pour le pape, tu vois, mais ça fait partie de moi, tu vois. Et quand j'avais 11 ans, le sida est arrivé. Et le sida, donc vous voyez ce que c'est une maladie, je vous en parle parce que, voilà, et ben, quand tu avais 11 ans, tout le monde mourait du sida. Et vraiment, l'Église disait, Dieu vous envoie cette maladie parce que vous avez des relations sexuelles en dehors du mariage. Ils ont dit ça, tu vois. Et même si tu as un papa médecin qui dit c'est n'importe quoi, tu peux pas, parce que tu as vécu dans une famille religieuse, tu as eu une religion religieuse, tu peux pas dire putain, c'est n'importe quoi. Tu auras toujours le doute, tu vas y penser. Et tu vas associer la maladie à une punition divine.
un mauvais comportement, a des péchés, ça va être contrôlé, tu vois. Effectivement, la mythologie, elle est là. C'est-à-dire, le pouvoir de la mythologie, il est comme ça. Et moi, parfois, c'est vrai, et ça permet d'expliquer des comportements sociétaux. C'est des grandes lignes structurelles du lore. Ça permet, moi, quand il rencontre un vagabond, un policier ou un prêtre ou un tavernier, alors qu'ils n'ont pas, enfin, j'ai pas de taverne dans le scénario, je suis obligé d'improviser. Et du coup, bah, j'utilise ces grands schémas moraux qui sont tirés des mythologies. Voilà. Tu crées des coutumes avec les mythologies que tu crées. Exactement. Ok. C'est intéressant parce que les joueurs qui souvent découvrent les choses, ils vont dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, voilà. On peut bâtir des choses sur ça et puis ils vont essayer, s'ils veulent provoquer ou au contraire se fondre dans la foule, acquérir cette espèce de coutume. Voilà. Et nous, comme ça fait 10 ans qu'on en fait, évidemment, il y a beaucoup de religions, beaucoup de coutumes, voilà, beaucoup de légendes, ce pays est dangereux, voilà, etc. Ok. Alors, une question un peu. Voilà. Alors, on s'amuse. Est-ce qu'on s'amuse plus avec des personnages un peu idiots? Après, ça dépend beaucoup des joueurs, mais même pour les PNJ. Non, ce qui est drôle, c'est de mettre les. Ce qui est drôle pour. Enfin, ça dépend. Moi, je m'amuse pas trop. Les gens autour de la table s'amusent pas trop. Vous, vous amusez les spectateurs. C'est le truc. Alors, ça nous arrive de rire parfois, mais. Et ce qui est drôle, c'est quand on met les gens face à leurs conséquences. C'est vraiment très drôle. C'est-à-dire, quand vous. En fait, rien n'est plus drôle dans une comédie. Il y a plein de formes d'humour. Euh, et là encore, tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que c'est une forme d'art? Qu'est-ce que l'art, tu vois? Là, je pourrais dire, c'est quoi l'humour? Mais l'humour, c'est pourquoi quand il y a un mec qui est à la télévision et qui se donne un coup de poil sur la tête, c'est drôle, tu vois. Genre, bon, parfois le fait qu'on s'y attendait pas, mais aussi en fait, vous vous êtes fait mal plein de fois dans votre vie et ça vous a vraiment fait chier, c'est un mauvais souvenir. Et quand vous voyez un autre gars qui se fait mal, ça vous fait rire parce qu'en fait, vous vous dites, ah, c'est ça en fait qui arrive quand ça arrive aux autres et ça m'arrive pas à moi, tu vois. Tu as une espèce de soulagement, tu vois, de la douleur. Et en fait, le rire aussi, c'est un outil fondamental, sociétal, pour briser le cycle de la violence. En fait, dans les animaux, tu vas avoir un chien un gros chien qui va attaquer un petit chien, voilà, et le petit chien de frustration va attaquer encore un plus petit chien. Et nous, en fait, en arrivant à rire de la violence, on arrive à la briser, tu vois. Et donc ça, c'est des choses comme ça, mais c'est vraiment, du coup, c'est très rigolo de voir des héros qui se prennent pour des malins arrogants en disant, hé, je vais trop l'avoir le gars, et en fait ils se font avoir à la fin en disant, hé, t'as bien eu la monnaie de ta pièce, tu vois. Ça, c'est rigolo. Donc bon, ça c'est un peu la théorie de l'humour, si tu veux, mais il faut, enfin, comment dire, le jeu de rôle, c'est un loisir des premiers de la classe en français et en maths. Donc, tu as des gens qui sont intelligents et les gens qui sont intelligents, ils ont de l'humour, tu vois. Voilà. Mais moi, mon but, c'est pas d'être drôle, hein. C'est d'être toujours de dire oui, 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 d'accord, on va faire ça, l'univers, c'est ça. Et après, je les laisse évoluer, quoi. D'accord. Pour aller sur un sujet un peu plus peut-être sérieux, quels obstacles tu as rencontrés pendant ton parcours? Les obstacles, bah, il y en a. Enfin, moi, je suis pas en train de soigner des gens, donc en vrai, si l'émission s'arrête pour toujours, c'est pas grave, tu vois. Donc, si j'ai des obstacles, c'est pas si grave. Maintenant, les obstacles, c'est dans l'écosystème de Twitch, il y a un seul truc qui compte, c'est l'audience. Voilà. Donc, quand tu as une baisse d'audience, si elle est conjoncturelle, voilà, ben c'est pas grave. Si elle est continue, tu commences à te poser des problèmes. Et moi, je suis pas un gars qui dit s'il vous plaît, on fait zéro d'audience, mais l'émission est trop bien, il faut continuer. J'ai pas du tout ce schéma d'exception culturelle parce que moi, j'ai suffisamment d'argent. Donc, je veux juste en fait que les gens. Enfin, la seule chose dont j'ai besoin, éventuellement, c'est de faire plaisir aux gens. Et si personne me regarde, c'est que je leur fais pas plaisir. Donc, moi, je suis content en fait quand il y a. Enfin, je suis mécontent quand il y a un déficit d'audience, mais je suis content d'avoir ce système qui dit plus personne te regarde, ça s'arrête. Tu vois. Je trouve ça sain. Voilà. Bon. Et c'est vraiment dans le monde de l'art en France, il y a une division sur ce sujet. Tu vois. C'est-à-dire que l'exception culturelle, c'est une expression qui veut dire on te finance, même s'il n'y a personne qui va te regarder, parce que l'important, c'est l'art avant tout. Tu vois. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses, mais je viens du monde du jeu vidéo, du stream, etc., où le retour sur investissement est important.
Donc, j'ai des milliers de contrariétés au quotidien. Tu vois, genre, on devait avoir un invité semaine prochaine, il a décommandé. On devait avoir une espèce d'IA qui fait de la voix robotique. On n'a pas le temps de la mettre en place. Voilà, il y a plein de choses. Moi-même, on m'a demandé des extras, d'écrire des trucs du lore et tout, etc. J'aurais pas le temps de le faire. Là, je suis en train de discuter avec vous de faire ça, tu vois. Il y a plein de choses qui ralentissent le processus de création. Mais dans le fond, tu vois, on n'est pas prêt. Bah, on recule l'émission de 15 jours. On s'en bat les couilles, tu vois. Je veux dire, il y a pas, on n'est pas en train d'opérer des gens à cœur ouvert. Donc, c'est vraiment pas très grave. Et une des choses malsaines que je trouve dans le monde du jeu vidéo et dans le monde du stream, c'est que comme on a des impératifs financiers, surtout dans le jeu vidéo, en gros, il y a une profession hyper étrange qui est complètement anti-artistique dans le monde du jeu vidéo de haut niveau, c'est les project closers. C'est-à-dire que tu travailles sur un Assassin's Creed et tu as 10 ans, enfin, tu as 7 ans de production, par exemple. Et en fait, parce que l'action est en train de baisser, parce qu'il faut virer des gens, tu as un mec qui va arriver dans ton projet et il s'appelle le project closer et il dit je m'en bats les couilles, dans 3 mois le projet est terminé. Tu vois. Le projet il sort, tu vois. Le projet il est publié. Et alors que vraiment évidemment si on te donne 3 ans au lieu de 4, ça pose des gros problèmes de finition, tu vois. Et donc tu vas avoir des contenus qui sont coupés, qui vont peut-être sortir en DLC par la suite, tu as des choses qui vont être coupées, etc. Et donc enfin, tu vois, on n'a pas les conditions de travail de Michel-Ange qui a 3 ans pour peindre sa chapelle Sixtine, on le fait pas chier. On travaille plus comme ça artistiquement. Donc c'est assez violent, c'est assez brutal. Mais en général, quand tu l'as vécu une fois, tu dis on ne m'y reprendra plus et maintenant je fais les choses à mon rythme. Et d'ailleurs, j'ai des projets, moi, ça fait 10 ans, 15 ans, qui sont toujours en production. Ça, et le jeu sortira quand je voudrais. Voilà. Et dans la création, du coup, est-ce que c'est difficile de faire face aux doutes de façon du coup plus personnelle cette fois-ci? Mais non, enfin, moi, j'ai vraiment pas le syndrome de l'imposteur. Je pense que alors, vous savez pas la ref, vous êtes un peu jeune, mais en gros, il y a un poème philosophique de Nietzsche qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra, peu importe. Et en gros, c'est un gars, il sort d'une caverne et il dit l'homme est un chameau parce que il faut enfin, le futur de l'homme, c'est d'être un chameau parce qu'il faut subir tout dans la vie. Puis après, il sort et il voit un lion et il dit en fait, le véritable homme doit être un lion parce qu'il doit diriger d'autres personnes pour faire les choses, diriger les chameaux notamment pour. Et en fait, l'ultime fois quand il sort, il voit un bébé qui joue. Et je pense que c'est ça le mindset, c'est-à-dire il faut pas essayer de vous définir dans la société par rapport à ce que vous faites. Tu vois, vos parents qui vont vous dire mais tu as décidé d'être artiste, super, tu vois, bravo, alors tu aurais pu être médecin ou avocat. Ben, qu'ils aillent se faire foutre vos parents en vrai, tu vois. Genre le truc, c'est que vous avez qu'une seule vie et vous en faites ce que vous voulez et vous allez vous tromper. Et c'est normal, tout le monde se trompe. Et vous avez peut-être essayé de travailler dans le jeu vidéo. Et ce qui est bien dans le jeu vidéo, et dans le stream encore plus, c'est que c'est une entreprise qui a 60 ans. C'est un secteur d'activité qui a 60 ans. C'est-à-dire où on était de la littérature, de la charpente, du BTP, 60 ans sans découverte. On était de nulle part, tu vois. Le monde est en train de changer. Il y a des gens qui vont vous dire ouin, n'utilisez pas d'IA, qu'ils aillent se faire foutre. Et vous pouvez être le gars qui dit moi je n'utiliserai pas d'IA, et vous allez vous faire foutre, envoyer faire foutre les gens. Faites tracer votre voie, faites ce que vous voulez vous. C'est uniquement quand vous faites ça que vous prendrez de la valeur. C'est-à-dire que si votre truc, c'est comme tous les écrivains, je pense à Bruce Solo qui est un écrivain formidable, vous avez envie de gagner de l'argent et vous vous dites tiens, je vais écrire mon Harry Potter, ben non, vous êtes en train de prendre du précieux temps de votre vie et de vivre dans le rêve d'un autre, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut absolument. La question de l'imposteur, c'est bon pour les podcasts de Parisiens, ok. Le syndrome de l'imposteur, vous l'oubliez, vous dites juste, moi, je fais ce que je veux. Vous aimez pas, je m'en bats les couilles. Vous aimez, je m'en bats les couilles aussi. Tu vois, parce qu'en vrai, si vous êtes entouré de gens qui vous adorent, vous allez aussi avoir un comportement qui est anormal. Voilà. Donc, surtout, cela dit, je dis pas que c'est simple, hein. C'est difficile, mais c'est vrai que quand beaucoup de gens vous aiment, ça vous monte à la tête, ou quand beaucoup de gens vous détestent et ça vous assomme, dites-vous, c'est pas si grave. Voilà. C'est pas très intéressant. Et l'important, c'est de dire les choses que j'ai envie de dire. Et aussi, à un moment, peut-être vous direz, il faut que j'arrête de dire des choses. Parce que plus vous dites de choses, moins vous laissez de place aux autres aussi. Ok.
Et est-ce que tu dois te censurer, t'auto-censurer, avec ou sans les contraintes des OPSP qu'il peut y Oui, bien avoir? sûr, il y a un sujet dans le jeu vidéo et le stream dont on peut absolument pas parler et qui est ultra important dans l'histoire de l'humanité, c'est le sexe. Impossible d'en parler. Et genre, il n'y a pas de sexualité en dehors du porno, tu vois. Donc, du coup, c'est très compliqué. On est obligé d'utiliser des métaphores, tout ça. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que Twitch et les plateformes de distribution de jeux vidéo, Steam, Apple Store, etc., c'est des plateformes américaines. Donc, comme c'est américain, on est sous domination de la morale américaine. Voilà. Donc le sexe, du coup l'amour. Trouvez-moi un jeu vidéo qui parle d'amour, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et enfin, depuis 30 ans maintenant, plus d'humour. Il n'y a pas de blagues, il n'y a pas de jeux vidéo rigolos, tu vois. C'est que des jeux vidéo sans humour. Pourquoi? Parce que optimisation des profits. Et quand tu fais une blague française, ne fonctionnera pas aux États-Unis ou en Allemagne, tu vois. Donc créer des formes d'humour non clivants qui vont pas être cancel dans 2 ans parce qu'aujourd'hui on peut plus rire de ça et qui fonctionnent mondialement, il n'y en a pas. Donc du coup il y a peu d'humour. Du coup il y a peu de jeux drôles. Voilà. Peu de jeux drôles, hein, au sens rigolo. Donc il y a tout cet univers-là qui ne fonctionne pas. Ça m'empêche pas, moi, de faire des jeux rigolos. Voilà. Même si ça se vend pas, du coup. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses des combats dans les jeux de rôle? Parce que tu avais dit que ça prenait beaucoup de place dans le Donjons et Dragons, mais donc toi, dans les jeux de rôle français. Eh ben, phrase de George R. R. Martin hyper intéressante. Comment ça se fait qu'on vit dans une société où totalement accepté qu'une hache rentre dans le corps d'un homme et pas du tout une bite dans une chatte? Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que en fait, le jeu vidéo et la pop culture ont rendu les fusillades et le meurtre un truc anodin. Normalement, quand tu tues quelqu'un, tu as 10 ans de psychothérapie si tu vas pas en prison, tu vois. Donc, c'est ça, c'est la réalité, tu vois. Et le combat, il faut le traiter comme ça, comme une chose, une action violente. Et même si le type en face, il est détestable, peut-être le fils de ce type-là, il va dire, mais t'as tué mon papa, pourquoi? Tu pouvais pas lui dire stop et le mettre en prison, tu vois. Et je veux le traiter comme ça, je veux le traiter, je veux avoir une vision du combat, de l'affrontement, qui est différente de la vision hégémonique américaine, dominée par la NRA qui veut la libre circulation des armes et l'acte de vengeance. Se venger, c'est valorisé par la pop culture américaine, mais c'est quelque chose d'immoral. La vengeance n'est pas acceptable. Le seul tribunal possible, c'est celui de la cour des juges, tu vois. Et voilà. Et même, par exemple, qu'est-ce qui est le plus grave? Tuer ou un viol? Tu vois, c'est une vraie question. C'est-à-dire que si le viol, c'est plus grave qu'un meurtre, il faut le pénaliser plus fort. Or, aujourd'hui, c'est pénalisé moins fort, tu vois. Mais parce qu'il y a l'impossibilité d'expression de la sexualité dans les jeux vidéo notamment, et les autres formes de pop culture accessibles aux jeunes, il est difficile d'avoir des rapports de gravité entre le meurtre et le viol, tu vois. Mais dans le prochain GTA, il va y avoir zéro viol, zéro agression sexuelle, etc. Il y aura même de la sexualité très glauque à base de prostitution, mais valorisée positivement parce que c'est rigolo. Et à côté de ça, tu peux tuer des gens. Et il y a le brouillage des valeurs qui est très très fort, mais parce qu'il y a cette domination idéologique américaine qui est elle-même gérée par des lobbies. Voilà. Donc il faut lutter. Mais même la lutte, elle est globale. Hein. J'espère demain, si vous faites des œuvres d'art, vous ferez des œuvres d'art pro-ukrainiennes, anti-Poutine, je veux dire pro-palestiniennes. C'est important. Il faut se battre. Il ne faut pas que vous disiez, hey, tu sais quoi, je vais être l'artiste neutre et je vais faire des chroniques sur France Inter. C'est nul. Tu vois, vous avez très peu de temps de vie, vous pouvez faire très peu d'œuvres. Il faut qu'elles soient signifiantes. Voilà. Oui, la prochaine question, du coup, c'est de toutes les façons dont tu nous as parlé de rendre vivantes tes scénarios, tes histoires, laquelle tu préfères? Ce qui est important pour rendre vivant, je dirais qu'il faut être dans une description, il faut être factuellement précis. En France, il est d'usage on a des phrases qui sont pleines de mots vides et qui signifient rien, tu vois. Moi, j'essaye d'être le plus factuel possible. Je dis, vous entrez dans une pièce, il y a ça, 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 ça. J'essaie de pas faire de style, tu vois, genre de métaphores et tout. Plat. Et c'est ça que quand je donne des cours, je donnais des cours, mais j'aime pas ça parce que je trouve que les élèves ne sont pas assez respectueux des professeurs. Voilà. Genre, je leur donnais des trucs que je vendais 5000 balles à des boîtes pour 70 € de l'heure et ils s'en foutaient. Donc j'ai dit, hey, plus jamais, tu vois. Mais en gros, un exercice que je donnais en cours,
c'est faites la description d'une montagne enneigée uniquement factuelle, sans métaphore. Et personne n'y arrivait. C'est d'ailleurs les gens, ils utilisaient des métaphores parce qu'aujourd'hui, littérairement, c'est utile, voilà, on essaie d'avoir un style, etc. Et je pense que plonger dans la factualité, ça permet à minima de se plonger dans une réalité virtuelle, mais avec des mots, quoi. Voilà. Il y a plein d'autres choses à dire, mais celle-là, au moins, c'est facile à cerner et c'est facile à exécuter. Voilà. Ok. Bon, avant la fin, est-ce que tu as des références à nous confier, des inspirations qui te poussent à créer? Euh, des références culturelles? Oui, Ben, n'importe. en game designer, il faut absolument se pencher sur le travail d'un gars qui s'appelle Andrew Plotkin, que j'aime beaucoup. Pour information, c'est le gars qui a mis sur son blog gratuitement tiens, j'ai une idée à base de. Enfin, on va adapter ce jeu russe, Mafia, on va le thématiser loup-garou. Il l'a mis sur son blog et un jour, il y a des gars français qui ont dit tiens, on va le reprendre texto, on va faire les loups-garous de Tiercel. Ils sont devenus millionnaires. Ouais. Et c'est lui qui a eu l'idée, tu vois. Donc, Andrew Plotkin, vraiment très fort. Il y a un mec qui s'appelle Graham Nelson qui a écrit un document qui s'appelle The Craft of Adventure de Graham Nelson, 1995. Il est très daté le document, mais il pose les bonnes questions sur la création de l'aventure. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est un peu vieux, 1985, The Lesson of Habitat de Chip Morningstar, qui est le premier MMO graphique qui est daté de 1985, alors qu'il n'y avait pas encore Internet, donc un mec un peu rusé, quoi, ils sont un peu forts. En fait, en gros, d'une façon générale, dans le jeu vidéo en particulier, il ne faut pas jouer 2000 heures à Fortnite, il faut jouer 1 heure au maximum de jeux possible pour avoir une bonne culture générale. Et comme dans la littérature, tu vas pas écrire des bouquins sans avoir lu un peu de Victor Hugo, un peu d'Homère, un peu de Shakespeare, tu vois. Il faut connaître les classiques. Et dans le jeu vidéo, il faut connaître les classiques. Tu peux pas être game designer si tu n'as jamais joué à NetHack, tu n'as jamais joué à Rogue, tu n'as jamais joué, je sais pas, à Colossal Cave, par exemple. Bon, je sais des références un peu de vieux que vous connaissez pas parce que vous n'êtes pas designer de jeux vidéo, mais il faut y avoir joué, tu vois, pour comprendre comment ils ont fait. Another World, tu vois, Mopiti Island, des choses comme ça. Donc, connaître les classiques, c'est très important. Et aussi, dernier truc, c'est vous voulez être artiste, et ben il faut taffer. C'est-à-dire, il faut avoir toujours 1, 2, 3, 4 projets et le faire et les finir, tu vois. Même s'ils sont nuls, parce qu'au bout d'un moment, on dit ah il est nul. Non, tu le finis. Et quand on entame un projet, à mi-chemin, on le trouve toujours nul. Pourquoi? Parce qu'en faisant le projet, vous êtes devenu meilleur, et du coup, évidemment, vous ne l'auriez pas fait comme ça au début, parce que vous êtes meilleur. Mais ça ne veut pas dire que le projet est nul en soi, tu vois. Donc, il faut vraiment finir le projet, parce qu'il sera toujours bon pour une frange de la population qui est à votre niveau de avant. Voilà. Et effectivement, c'est une course à la compétence. C'est-à-dire, vous êtes tous dans cette classe-là, vous allez tous vouloir... il y a des gens qui sont plus forts, qui vont avoir les meilleurs contrats, et ceux qui ont moins de contrats. Il y a des gens qui sont naturellement doués, ça c'est sûr, mais en fait, il y a un truc qui est facile pour lutter contre le talent, c'est de taffer comme un dingue, quoi. Voilà. Je suis désolé de dire ça, c'est vraiment très toxique, mais je pense que le kilométrage, si tu veux, c'est comme si tu étais un athlète, si tu vas courir tous les jours, même quand il pleut, bah ouais, tu seras forcément mieux que si tu restes chez toi en disant il y a des gens, ils ont plus de talent que moi, tu vois. Voilà. Ouais. C'est mon cas, c'est-à-dire moi, j'ai vraiment beaucoup moins de talent que les autres, tu vois, mais vraiment moins. C'est-à-dire que j'ai une maison d'édition, ils me refusent mes propres textes tellement je suis mauvais, tu vois. Mais ça m'empêche pas quand même d'écrire des centaines de pages parce que voilà, il y a forcément une bonne idée dans ce fatras, tu vois. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup. Eh bien, c'était super intéressant comme échange. Allez, salut! Salut, salut. Merci beaucoup. Bonjour. Ciao.